Bonjour à tous, bonjour à toutes, à ceux et celles qui sont en présence avec nous ce matin et à ceux et celles qui sont derrière leur écran pour suivre notre conférence annuelle sur l'emploi. C'est un moment important pour nous parce que parler de l'emploi, c'est un moment important pour nos entreprises et pour la France. Je suis donc Laurence Perrault, directrice générale du LEM, et je suis accompagnée pour cette première partie de notre conférence de presse de Pascal Le Guyader, qui est notre directeur général adjoint, en charge en particulier de toutes les transitions et toutes les transformations industrielles auxquelles nous allons devoir faire face, et l'emploi en fait partie évidemment, et puis également de Vincent Guiraud-Chaumeil, qui est dirigeant de la filiale française de Pierre Fabre en France. Nous aurons aussi deux grands témoins qui viendront témoigner de leur action dans les territoires, dans les entreprises, dans la façon dont ils ont de voir comment répondre aux enjeux industriels et notamment en matière d'emploi. Moi, ce que j'avais envie de vous dire ce matin, en matière d'introduction, c'est pourquoi nous sommes là en réalité. Nous rappeler que nous, les entreprises du médicament, notre rôle, notre mission, c'est de faire en sorte que, en France, les patients français aient accès à leur traitement quand ils en ont besoin, là où ils en ont besoin. Et pourquoi je nous le rappelle? Parce que nous avons absolument besoin que la France reste un territoire attractif pour tous les investissements. Les investissements, évidemment, en R&D, pour faire en sorte que l'innovation arrive sur notre territoire, mais également les investissements en termes de transformation, d'adaptation de notre tissu industriel, et l'emploi est au cœur de cette transformation. Alors pourquoi une conférence de presse ce matin, 19 décembre, à un moment très particulier de notre histoire en France? C'est la nécessité absolument impérieuse de rester attractif en matière d'emploi aussi. Parce qu'à la fois, nous avons un motif de réassurance, et nous allons y revenir ce matin, en matière d'emploi, puisque jusqu'en 2023, le secteur pharmaceutique est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, donc en croissance de plus de 2,4%, donc nous avons des raisons d'y croire. Mais nous avons aussi des motifs de crainte, c'est que si nous voulons continuer à recruter en France, nous avons besoin aussi de réassurance et de stabilité dans notre pays. Donc, des raisons d'y croire, mais pour combien de temps? Ça va être à peu près le thème de notre conférence ce matin. Et nous rappeler que le secteur pharmaceutique doit absolument être considéré comme un secteur stratégique parce qu'on est au carrefour des grandes transformations de notre société. Un secteur en pleine transformation, évidemment, qui doit faire face à ce que nous vivons aujourd'hui. L'urgence du dérèglement climatique, bien sûr, les chaos géopolitique et donc la compétition internationale dont les enjeux se redéfinissent chaque jour, les bons scientifiques à laquelle nous devons répondre, voire nous préparer. Donc ça, c'est la première grande raison. Deuxième grande raison, c'est que nous sommes à la pointe de l'innovation technologique, digitalisation, les médicaments de thérapie innovantes par exemple, les biotechnologies. Nous devons absolument transitionner nos industries pour y répondre favorablement et toujours avec en tête pour que les patients aient accès à leur traitement. Et puis, troisième grand défi, évidemment, c'est l'attractivité de nos métiers, à la fois pour nos collaborateurs, pour rester dans le secteur pharmaceutique, mais également pour attirer de nouveaux talents. Et nous devons absolument préparer, anticiper les nouveaux métiers. Et nous devons également être responsables entre les hommes et les femmes, entre l'insertion des jeunes, l'insertion des seniors. Et vous allez le voir, nous avons là aussi des raisons d'y croire. Et faisons en sorte que ça dure. Voilà ce que nous allons évoquer ce matin avec vous. Donc, l'emploi au cœur de l'attractivité de notre territoire. Et je vais laisser du coup la parole à toi, Pascal, et à notre table ronde qui va suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Vincent Guiraud-Chaumeil. Vincent, tu es président de la commission sociale et compétences et territoires. Donc, c'est cette commission au sein du LEM qui, avec nos DRH, mène la politique de l'emploi. Est-ce que tu peux illustrer cette dynamique de l'emploi par quelques chiffres et nous dire pourquoi on est inquiet? Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Laurence. Bonjour Pascal. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que je viens avec des chiffres positifs sur l'emploi en 2023 et je pense qu'il est important en ce moment de souligner les éléments positifs. Mais je terminerai ma présentation et mon intervention par des messages d'inquiétude et de vigilance pour le futur.
Alors on est une industrie, une filière qui est présente sur l'ensemble de l'Hexagone, sur l'ensemble de la France. On est une filière territoriale qui représente presque 110 000 collaborateurs, 108 000 exactement, sur l'ensemble des régions, comme je vous l'ai dit, et en particulier dans des régions où on est très implanté, comme l'Île-de-France, le Val-de-Loire et la région Nord, qui sont des régions dominantes pour l'industrie pharmaceutique. Donc nous sommes très présents partout. Nous avons un mariage territorial excellent. Donc, comme Laurence l'a dit, nous sommes une industrie qui recrute et qui a une dynamique importante. 2,4%, c'est le chiffre que Laurence que tu as donné, ça représente 16 500 recrutements sur l'année 2023. Et ce qui est à noter et qui est important et qui montre le dynamisme sur le long terme de notre industrie, ça fait maintenant 6 années que le solde de recrutement est aussi positif. En comparaison, les 2,4 par rapport au reste de l'industrie en France est supérieur, puisque le chiffre français est de 1,1%. Si on se compare à 2019, toujours pour souligner, on va dire, la durée sur laquelle il y a cette dynamique, c'est 9% d'évolution par rapport à 2019 et 12% si on rajoute les contrats alternants. Donc, une industrie dynamique. Mais c'est aussi une industrie qualitative, avec des emplois de qualité, notamment des emplois de cadres. 58% des cadres représentent aujourd'hui le recrutement, principalement en CDI à 90%, avec un solde net de création de postes de CDI de 2000 postes. Et puis c'est une industrie qui sait retenir ses salariés, puisque le turnover est relativement faible, 9,7, à mettre en relation avec les 12% du reste de l'industrie et les 22% de l'économie en général. Donc une industrie dynamique et une industrie qui va chercher des emplois qualifiés. Mais ce dont je suis le plus fier, ce dont nous pouvons nous être le plus fiers en tant que branche, c'est le travail que nous faisons pour être une industrie responsable. Et je vais prendre quelques exemples. D'abord, l'action que nous menons vis-à-vis des jeunes. Nous allons atteindre cette année 10 000 emplois d'alternants, 9 960 exactement, 10 000 emplois d'alternants, dont une majorité de qualifiés, plus de 80%, sont Bac+2 ou au-dessus. Donc l'effort que nous portons sur les jeunes est un élément qui est structurant pour notre industrie. Un deuxième élément sur lequel nous pouvons être fiers, c'est l'égalité homme-femme sur le plan salarial. Nous allons arriver en 2024 à une égalité parfaite en termes de salaire entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, sur le salaire moyen, les femmes sont déjà en avance de plus 1,8 sur les hommes. Je m'en réjouis. Il reste le salaire moyen où on doit encore faire, la rémunération moyenne où on doit encore faire un effort. Ça sera fait en 24. Un autre sujet où nous portons une attention tout particulière, c'est les seniors. Nous sommes en train, Pascal, de négocier, nous sommes en pleine négociation paritaire sur le rôle, la place des seniors dans l'entreprise, avec le souhait de permettre l'allongement des carrières de nos collaborateurs en les accompagnant par des formations et en adaptant leur métier. Nous ne rencontrons pas de problème spécifique sur ce sujet, parce que je voudrais juste vous rappeler que 20% de nos recrutements aujourd'hui sont sur des profils seniors. Un autre sujet sur lequel nous portons une attention toute particulière, c'est les groupes de niveau 2 et 3, c'est-à-dire faiblement qualifiés, où les salaires sont les plus bas. Et notre évolution salariale sur ces groupes 2 et 3 est de 4,2%, ce qui montre un effort important de la filière et plus important que le reste des secteurs. Donc, vraiment, on vient aujourd'hui avec une belle dynamique. Mais cette belle dynamique, elle est fragile. C'est une évidence. Elle est fragile parce que la santé est fragile.
l'industrie pharmaceutique, la pharmacie est un véritable acteur de santé comme le sont les médecins, les pharmaciens, comme le sont les infirmières au service des patients. Et dans un environnement fragile, nous sommes fragilisés. Nous sommes fragilisés d'abord sur l'innovation. Nous perdons année après année des places par rapport à nos concurrents en termes d'innovation. Et nos concurrents, nos voisins plus que nos concurrents, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, pour citer que les pays les plus proches de nous. Nous prenons du recul sur la production des médicaments de biotechnologie, les biomédicaments. Là aussi, nous devons pouvoir réinvestir suffisamment pour reprendre des parts de marché et aller conquérir des nouveaux marchés. Ça, c'est l'innovation. Nous avons un deuxième point de vigilance, c'est l'accès aux médicaments. Un chiffre, sur 37% de nouveaux médicaments par an en Europe, sur 37% de ces nouveaux médicaments en Europe ne sont pas accessibles pour le patient français. Si on prend l'Allemagne, c'est 12%. C'est un problème aujourd'hui. L'accès aux soins pour nos patients, à l'innovation est un vrai problème. L'accès au marché est un vrai problème. Et puis, le dernier point, vous le connaissez, mais il faut toujours le répéter, nous avons aujourd'hui les prix les plus bas d'Europe. En moyenne, 10% de moins que nos voisins européens. Et à cela s'ajoute une fiscalité toujours plus importante. Et cette fiscalité, j'ai envie de dire, elle est peu prévisible. Chaque année, nous avons des questionnements sur ce qui va arriver l'année suivante. Donc, nous avons une industrie essentielle pour les Français. La santé est placée en numéro 1 ou en numéro 2 des objectifs prioritaires des Français. Nous avons une activité essentielle aux yeux des Français. Nous avons un dynamisme en termes d'emploi et de qualité d'emploi qui est remarquable. Maintenant, la régulation nécessaire pour préserver notre modèle social, la régulation qui nous est imposée, ne nous semble pas équitable, ne nous semble pas équilibrée et surtout manque de visibilité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup Vincent, merci pour nous avoir dépeint le contexte de l'emploi, les fragilités qui nous attendent, ce manque de lisibilité, ce manque de stabilité dont nous avons besoin effectivement pour continuer à croître. Ce que nous voulions ce matin avec vous, c'est peut-être avoir deux focus sur des métiers qui sont en émergence, en tout cas des transformations de métiers, donc la transformation numérique, avec Véronique Bardet qui est du groupe Pierre Fabre que j'invite à rejoindre, et puis la transition écologique avec Neil Bernard de Chiesi, du groupe Chiesi, qui vont nous témoigner de ces transformations que nous vivons pour répondre à nos enjeux, qu'ils soient transition écologique ou transition numérique. Peut-être pour introduire sur la transition écologique, pour maintenir une industrie à la pointe, créatrice de valeur, dans une concurrence exacerbée, qu'elle soit européenne ou extra-européenne, le rôle d'un syndicat comme le LEM, c'est effectivement de pouvoir transformer nos métiers, mais nos activités pour répondre aux enjeux que sont les nôtres, soit aux enjeux réglementaires qui vient de l'Europe. On parlait tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous de la problématique de traitement des eaux résiduelles des stations d'épuration. C'est comment on va éliminer ces micropolluants. Mais la question de la transition écologique, c'est aussi la décarbonation, la sobriété énergétique, la sobriété hydrique, de mesurer l'impact environnemental des médicaments que nous créons demain. C'est un point très important, c'est un point qui sera évalué dans le médicament par la Haute Autorité de Santé et pour accéder au marché. Donc on voit bien que ces enjeux de transition écologique sont importants, sont des vrais enjeux pour notre activité. Et il y a une nécessité à décarboner. Je rappelle que la branche, le secteur, s'est engagé dans un plan de décarbonation de la filière avec des objectifs alignés sur les accords de Paris. Ces objectifs, c'est moins 50% de notre empreinte carbone sur le scope 1 et 2 d'ici 2030. C'est moins 25% notre empreinte carbone sur le scope 3 d'ici également 2030. Donc, c'est des enjeux importants. On a pris des engagements pour nos entreprises, pour les pousser dans cette décarbonation. Je rappelle qu'on est le premier secteur industriel, le premier
oui, le premier secteur industriel, à avoir signé un accord de branche sur la transition écologique. Et dans cet accord, nous avons obligé nos entreprises à faire un bilan carbone avant le 31 décembre. Pourquoi nous avons déjà pris cette obligation-là vis-à-vis de nos entreprises? Si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Donc là, l'idée, c'est de savoir d'où on part, où on va et quels sont les leviers que je peux mettre en place pour nous décarboner. C'est également d'autres obligations au travers de cet accord, de communication, de sensibilisation de différents acteurs. Tout salarié est un acteur de la transition écologique et donc il est nécessaire de communiquer et de les former. Donc on voit bien en fait que ces enjeux sont majeurs. Un des premiers freins pour décarboner nos entreprises, ce que disent nos entreprises, c'est 61% des entreprises déclarent qu'elles ont un manque de compétences pour répondre à ces enjeux-là. Donc on voit bien cette nécessité de transformer nos métiers. Donc cette transformation de métiers, c'est pas principalement, mais Neil, tu nous en parleras, des métiers émergents qui arrivent, c'est vraiment en fait des transformations de compétences. Déjà des collaborateurs qui sont en place, mais également de savoir comment je vais former les talents qui nous rejoignent. Et donc là, on a un fort levier d'aller travailler avec les acteurs de l'éducation, les acteurs de la formation, pour que dans les parcours de formation, nous puissions intégrer des modules sur la décarbonation, sur la biodiversité, sur la sobriété énergétique, hydrique. Et donc, il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs pour le faire, notamment l'étude de pharmaciens, mais pas que. Et donc, ce besoin de compétences, on a essayé de quantifier. C'est pratiquement 2000 emplois d'ici 2030 qu'on va devoir chercher, créer, soit effectivement avec les collaborateurs qui sont en place, soit nouveaux talents. Donc Neil, peut-être pour illustrer ce propos et en tout cas cette nécessité de trouver ces talents, est-ce que tu peux nous donner le témoignage du groupe Chiesi, ce que vous faites pour répondre à ces enjeux? Alors tout à fait, c'est la raison de ma présence, effectivement, merci Pascal. Alors même si tu as dit beaucoup de choses, effectivement, l'objectif c'est pour moi d'aborder plusieurs thématiques avec vous ce matin autour de la transition écologique. D'abord, vous dire pourquoi c'est un enjeu majeur pour notre système de santé. Deuxièmement, vous dire aussi pourquoi c'est une chance, c'est une opportunité en matière d'investissement, en matière de création d'emplois, en matière, tu l'évoquais Pascal, de développement des compétences. C'est une vraie chance et une vraie richesse en matière d'innovation. L'innovation, ce n'est pas que le médicament. L'innovation, c'est aussi au cœur de notre ADN en tant qu'entreprise de santé, c'est comment répondre aux défis de la société. Et je pense qu'il n'a échappé à personne que la transition écologique et l'empreinte environnementale étaient un défi majeur pour l'ensemble de notre secteur et pour l'ensemble de la société dans son ensemble. Je travaille effectivement au sein du laboratoire Chiesi. Alors on a juste deux particularités. La première, c'est d'être devenu entreprise à mission dès 2021, c'est-à-dire de mettre au même niveau les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques dans notre feuille de route, dans l'ensemble de nos activités. Et puis la deuxième, et ça tombe bien, c'est que nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur du médicament en France, des activités de recherche et développement jusqu'à la production et la mise à disposition du traitement. Et la transition écologique, coup de chance, concerne chacune de ces étapes. Et donc le sujet clé pour nous, c'est passer d'un système de santé qui couvrait principalement deux enjeux. Le premier, c'est celui de la valeur médicale. Comment apporter des solutions innovantes qui améliorent la santé des concitoyens. Et la deuxième valeur, c'était la valeur économique, la soutenabilité, la pérennité économique du système. Comment faire en sorte, vous le connaissez, dans un contexte budgétaire contraint, que ces solutions puissent rester pérennes d'un point de vue économique. Nous avons souhaité introduire, et collectivement, en tant qu'entreprise de santé responsable, la troisième valeur, qui est cette valeur environnementale, et travailler sur cette transition écologique de l'ensemble de nos activités. Alors maintenant que je vous ai parlé de cet enjeu, comment on le fait ? Le sujet, c'est à la fois ce que l'on propose en matière d'innovation, de solutions thérapeutiques, c'est-à-dire travailler sur des spécialités qui bénéficient de la même valeur médicale qu'auparavant, voire d'une meilleure valeur médicale, tout en ayant une empreinte environnementale réduite. Alors on a un projet qui devrait aboutir en 2027, qui est de réduire de 90% l'empreinte carbone de nos solutions inhalées dans le domaine des maladies respiratoires. Ça, c'est un exemple très concret d'innovation qui vise à garantir, encore une fois, la solution médicale proposée aux patients tout en réduisant de manière vertueuse notre empreinte environnementale. Et puis j'ai évoqué ce que nous produisons, il y a aussi la manière de produire. On a changé drastiquement la manière que l'on a d'aborder notamment tout le process de production en France. Aujourd'hui, on est passé sur notre site de la chaussée Saint-Victor, à côté de Blois, à un mix énergétique
qui contient 100% d'énergie renouvelable. On travaille aussi en permanence sur la manière d'améliorer la collecte et le retraitement des eaux usées. On analyse également la manière dont notre activité dans son ensemble a un impact sur la biodiversité. Et tous ces nouveaux paramètres, évidemment, il faut les accompagner. Les équipes industrielles de notre site, jusqu'à présent, faisaient appel à des expertises métiers qui étaient des expertises traditionnelles. Si on veut aller plus loin sur l'ensemble de ces paramètres, on doit absolument les accompagner dans cette montée en compétences. Et la formation, le métier de rêve pour nous demain, ce sur quoi nous travaillons, c'est que l'expertise principale devienne une expertise de transition écologique. Avoir une vue transverse sur l'ensemble de nos activités avec des experts de cette transition-là et qui pourront contribuer aux décisions stratégiques de notre entreprise et aux choix d'innovation que nous allons faire à travers ce point de vue d'expertise. Aujourd'hui, sachez-le, la valeur environnementale, l'impact environnemental de nos activités, ça représente 40% de nos processus de décision. 40%, c'est donc colossal. On est sur une répartition quasiment équilibrée entre impact économique, encore une fois, valeur médicale et empreinte environnementale. Mais tout ça, ça doit se développer et s'accompagner. Alors, il faut travailler sur les formations. On a de plus en plus d'experts en santé, sécurité, énergie et impact environnemental au sein de nos entreprises. On travaille également de plus en plus sur des logiques de reporting, puisque ce reporting est de plus en plus conséquent. Tu l'as évoqué également. Comment analyser l'impact de nos activités et comment le déclarer d'une manière fiable pour tous, c'est-à-dire pour nous, comment on capture cet impact, et puis aussi pour nos parties prenantes, pour nos partenaires du quotidien, qu'il s'agisse des autorités, qu'il s'agisse aussi de l'ensemble des acteurs du système de soins. Donc nous travaillons individuellement et collectivement sur le fait de développer des méthodologies qui nous permettent d'avoir cette vision très clair, fiable et de parler le même langage lorsque l'on évoque, par exemple, neutralité carbone, net zéro et tout cet ensemble finalement de vocabulaire technique qui a émergé au cours des dernières années et que l'on souhaite poursuivre et accompagner dans les prochaines années. Alors maintenant que j'ai évoqué ça, le dernier sujet, vous vous en doutez de ce qui va venir, c'est comment, qu'est-ce qu'on demande, de quoi nous avons besoin pour accompagner cette transformation. On a besoin collectivement d'aller plus loin. On a besoin d'aller plus loin sur cette montée en compétences, mais sur la montée en compétences de l'ensemble des acteurs du système de santé. Les entreprises de santé ne sont pas toutes seules et on fait partie d'une chaîne d'acteurs qui doivent eux aussi évoluer et se transformer. Alors du côté des autorités de santé, on a besoin d'une logique d'accompagnement, on a besoin de créer une dynamique vertueuse autour de cette transition écologique. On a besoin d'avoir des autorités qui se transforment en investisseurs sur cette logique. Comment valoriser ces innovations, comment accompagner ces innovations, comment faire le choix de miser sur les solutions qui, à valeur médicale égale, apportent une plus-value en termes d'impact environnemental. On souhaite que l'ensemble des autorités soient porteuses de ce projet avec nous et puissent nous accompagner dans cette transition-là. Et puis on a besoin aussi que nos partenaires du quotidien, professionnels de santé, associations de patients, soient aussi mobilisés sur ces sujets. Et pour qu'ils le soient, j'évoquais un peu plus tôt que nous travaillons sur des méthodologies, on a besoin qu'ils soient parfaitement informés et qu'ils montent aussi en compétence sur ces sujets clés, pour pouvoir être acteurs aussi de leur santé et du juste choix qu'ils feront dans les différentes solutions qui leur sont proposées. Et évidemment, la composante formation, avec un soutien, là encore, au niveau territorial et au niveau national, de cycles de formation qui sont parfaitement adaptés à l'industrie pharmaceutique, tout en ayant cette composante clé de l'impact environnemental. Donc on doit travailler sur les formations, on doit travailler sur la valorisation de ce qui est fait, parce qu'encore une fois, je l'évoquais en préambule de mon introduction, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, c'est une vraie richesse aussi pour nos territoires. La France dispose de talent, peut investir sur ce sujet-là et investit déjà, reste à soutenir cette dynamique pour que cet enjeu se transforme en réelle opportunité aussi pour le territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Neil, pour ce témoignage qui montre bien les transformations auxquelles on doit faire face, nos besoins en termes de compétences. Et il n'y aura pas de transformation, de décarbonation, de sobriété hydrique sans les hommes et les femmes qui constituent la richesse de nos entreprises. On voulait mettre un deuxième focus sur les transitions numériques avec toi, Véronique.
donc du groupe PFA, mais je te laisserai peut-être te présenter plus largement. Sur la transition numérique, il faut bien voir que c'est vital pour nous, puisque nous ne pourrons pas mettre sur le marché pour les patients français ou même les patients mondiaux des médicaments nouveaux sans les métiers du numérique. Les métiers du numérique sont sur toute la chaîne de valeur, de la recherche-développement à la distribution, et on retrouve ces métiers-là beaucoup plus matures d'ailleurs que les compétences émergentes sur la transition écologique sur l'ensemble de la chaîne. Sont des data architectes, des data scientists, des biostatisticiens. Enfin, l'IA est partout, l'IT est partout, et donc on doit effectivement trouver ces compétences-là. Alors la difficulté dans laquelle on est, c'est si on a une bonne visibilité de quelles sont les compétences qu'il nous faut, c'est effectivement d'aller chercher les jeunes. Il y a un chiffre qui a été donné par l'Institut Montaigne en 2023, c'est les métiers, je ne me trompe pas, les métiers du numérique concernent 85 000 emplois vacants en France. Vous vous rendez compte, c'est colossal. Et nous, on a besoin, d'ici 2030, de 2800 recrutements. Donc, on va être un peu dans un système de guerre. Et comment je fais pour attirer ces jeunes sur nos métiers? Et la difficulté qu'on constate, c'est que ces jeunes qui sont formés sur les métiers du digital, de l'IT, du numérique, eh bien, ils n'ont pas comme visibilité le débouché du médicament en termes d'emploi. Parce qu'ils ont une vision peut-être un secteur très réglementé, très peu agile, alors que quand on est dans l'IT, on est plutôt agile. Et donc, très scientifique, très médical. Donc, quelle est ma place dans le secteur du médicament quand je fais du numérique? Donc, on a un des premiers freins, c'est déjà de donner de la lisibilité sur nos métiers. Donc, c'est ce que nous faisons avec pas mal d'outils de communication, mais c'est d'aller à leur rencontre pour leur donner envie de rejoindre nos entreprises. Ce que nous faisons avec la Semaine des métiers de l'industrie du médicament, tous les ans, au mois d'octobre, je ne sais pas si en 2025 elle sera en octobre, mais on y travaille, c'est notre présence sur l'ensemble des salons. Nous étions à Lyon la semaine dernière pour le Mondial des métiers, et il faut aller à la rencontre des jeunes. Ça, c'est primordial pour leur dire, vous avez un parcours, un avenir, vous avez une capacité à évoluer dans l'industrie du médicament. Donc ça, c'est un point primordial en termes de levier. Le deuxième levier, c'est un peu comme la transition écologique quand même, c'est aussi de travailler avec les acteurs de l'éducation, de la formation, pour que d'abord on puisse avoir des modules de formation pour les collaborateurs qui sont en place, parce que là aussi il faut avoir une augmentation de compétences sur le numérique, mais également en termes de formation initiale. Et là encore, les études de pharmacie sont un des premiers vecteurs, puisque vous savez qu'on recrute quand même pas mal de pharmaciens, mais dans les diplômes d'ingénieurs, on aura aussi ce travail à faire avec eux. Donc voilà ce que je voulais peut-être brosser en introduction, Véronique, pour t'introduire et introduire tes propos. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner un témoignage de comment ça se passe? Quels sont tes besoins en termes de numérique et c'est quoi les grands enjeux? Merci beaucoup, Pascal. Donc Véronique Bardet, je suis directrice de la cybersécurité des laboratoires Pierre Fabre. J'ai rejoint le groupe dans un contexte extrêmement particulier. C'était au moment d'une attaque et suite à une attaque qui avait paralysé l'ensemble de la production du groupe pendant près d'1 mois. Alors bien sûr, c'est révélateur d'un des facteurs de la transition numérique, c'est cette menace cyber qui pèse sur les entreprises du médicament comme sur le reste de la société. Et en tant qu'entreprise essentielle, c'est vraiment un secteur où l'on se doit de recruter, où l'on se doit de protéger tant la donnée patiente que la fabrication, bien sûr, des médicaments. Alors la bonne nouvelle, Pascal, c'est que dans ce cadre-là, nous avons recruté, alors moi en provenance de la banque, d'autres acteurs que j'ai pu recruter dans les équipes en provenance de la banque aussi ou du secteur aéronautique, et qu'effectivement, une fois qu'on arrive à faire connaître qu'il y a aussi des métiers du numérique au sein du médicament, eh bien ça marche, les gens ont envie de venir, ils y voient clairement un enjeu fort dans le médicament et ça donne envie. Alors le deuxième point, et si on prend un peu de hauteur, est vraiment les facteurs auxquels on va s'adosser sur la transition numérique sur les années à venir, et ça va être à la fois un facteur de compétitivité pour les entreprises du médicament, mais aussi des enjeux à relever. Je veux parler tout d'abord de la partie développement des médicaments sur mesure. Alors nous, de notre côté, dans les laboratoires Pierre Fabre, nous sommes particulièrement en partie sur l'oncologie, et en oncologie, on peut avoir pour un même médicament, un médicament sur mesure, c'est-à-dire plus de 400 formules. Ça veut dire qu'à partir du moment où le patient démarre son parcours de soins, il faut lui garantir la livraison de sa formule qui lui est propre à tout moment. Et ça, c'est un vrai enjeu de process industriel, mais c'est aussi un enjeu très fort du numérique. On voit qu'il n'y a plus un process industriel qui ne soit pas imbriqué
dans un process digital et numérique. Et ça, c'est intéressant pour les emplois de demain et pour les carrières du numérique dans les entreprises du médicament, puisqu'en fait, ça en fait des équipes pluridisciplinaires avec un intérêt fort. Vous sortez de l'image de l'informaticien qui est enfermé dans sa cave et à surveiller ses serveurs. Vous retrouvez des ingénieurs informaticiens et dans le numérique qui vont travailler avec des acteurs de l'industrie, qui vont travailler avec des pharmaciens, avec des médecins. Et ça en fait des métiers qui attirent et sur lesquels je pense que c'est clairement pertinent pour chaque nouvel ingénieur de venir travailler dans ce secteur. Ça, c'est le premier enjeu, c'est la partie développement des médicaments sur mesure. Le deuxième, qui est bien entendu, alors vous allez me dire on en parle partout, c'est la partie intelligence artificielle. Mais c'est clairement des enjeux sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, particulièrement dans le secteur de la recherche. Nous disposons d'un volume de données extrêmement important sur les patients, sur les retours médicaments. Comment valoriser cette donnée? Comment en faire un enjeu de compétitivité pour nos laboratoires? Pourquoi pas analyser ces données de manière beaucoup plus efficace et efficiente et réduire, par exemple, la mise en marché d'un médicament? C'est un réel enjeu de compétitivité qui doit rayonner à l'international et qui doit nous permettre d'améliorer notre efficience globale. Donc là aussi, on voit qu'on atterrit sur des modèles d'emploi polymorphes. Si vous avez des acteurs du digital qui vont travailler clairement sur ces enjeux et ces réponses dans des algorithmes d'IA qui doivent permettre de trouver ces solutions-là, mais ils ne pourront pas travailler seuls, ils vont forcément travailler avec des pharmaciens, des médecins qui vont qualifier, certifier cette donnée, parce que là, l'enjeu est fort, il ne s'agit surtout pas d'avoir des réponses qui ne soient pas validées médicalement parlant. Donc, on retrouve ces métiers hybrides et qui sont extrêmement pertinents. Le troisième point que je trouve parfaitement, qu'on reconnaît un peu dans tous les laboratoires, c'est cette exposition à l'international. Alors, exposition à l'international à plusieurs titres. Au titre de toutes les interconnexions que l'on peut avoir. On va avoir des interconnexions tant avec nos filiales, bien sûr, partout à l'international, avec des chercheurs, avec des biotech, avec des universités, avec des pharmaciens, des médecins. Comment leur garantir qu'à tout moment, ils peuvent atteindre les applications digitales et numériques qu'on leur met à disposition, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, de manière agile? Et comment on garantit que ces process aussi de fabrication soient résilients et qu'il y ait une continuité de production? Donc on voit bien qu'il y a un éclatement du système d'information qui va se retrouver partout dans le monde. On s'adosse forcément sur des fournisseurs du cloud qui nous permettent de mettre en place ces services, mais cela a transformé clairement tous les emplois du numérique. On n'est plus donc sur des data centers qu'on maîtrise en propre, sur lesquels on voit les machines devant nous. On est sur un métier différent, on est sur des ingénieurs, par exemple, qui sont spécialisés dans les réseaux de télécommunications, parce que c'est juste crucial de garantir cette interconnexion et surtout, bien entendu, de la sécuriser. De la sécuriser parce qu'on manipule de la donnée patient, on manipule de la donnée de formules et de process, et donc il est juste vital de garantir que seules les personnes qui ont le droit d'en connaître puissent la toucher et l'atteindre. Donc là aussi, on voit qu'on a des métiers qui se pérennisent, des numériques dans le réseau, mais qui se renforcent. Et l'autre facteur majeur, c'est sur cette gestion des accès. Et n'avoir que les personnes qui ont le droit d'en connaître, qui puissent toucher la donnée, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit patiente, a fortiori, quel que soit son type. C'est des nouveaux métiers qui arrivent, qui sont finalement comment on met des outils à disposition du pharmacien, du médecin, de tous les acteurs avec lesquels on travaille, comme par exemple un double facteur d'authentification. Vous l'utilisez tous les jours dans les banques quand vous validez un virement. Vous allez recevoir un code qui vérifie et qui valide que c'est bien Véronique Bardet qui a fait son virement dans la banque. Les mêmes outils doivent être déployés dans tout l'écosystème du médicament, quel que soit l'acteur qui va toucher cette application, il doit être protégé à travers, par exemple, cet outil-là. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que ça veut dire quoi? Que ce n'est pas seulement les laboratoires qui vont évoluer dans ce secteur-là, c'est toute la filière qui va monter en maturité. On va monter avec nous les pharmaciens, les médecins, pour aussi qu'ils comprennent que cette contrainte est aussi une réelle opportunité de pouvoir accéder facilement aux outils digitaux des laboratoires. Le patient aussi en est un acteur fort, puisqu'aujourd'hui, il peut suivre son parcours de soins aussi au travers d'applications qui lui sont proposées, et on doit absolument le sécuriser. Donc, ces nouveaux métiers
qui sont liés à des ingénieurs qui manipulent ces outils, qui sont capables de les mettre en place, sont à la fois très techniques et ils ont quelque chose de très intéressant en tant qu'ingénieure informaticienne que je suis à l'origine, c'est qu'ils nous amènent à travailler directement avec les personnes qui vont l'utiliser. On fait des vies ma vie pour être sûr quand même que ces solutions ne soient pas trop contraignantes pour les acteurs qui les utilisent. Donc c'est un enjeu fort d'arriver à la fois à sécuriser et de garder cette accessibilité qui est juste nécessaire. Donc voilà les 3 points majeurs sur lesquels je voulais aller ce matin. Et pour en terminer, je reviens quand même 2 minutes parce que je ne peux pas m'en empêcher en tant que directrice de la cyber sur la partie cybersécurité. On a une réelle opportunité qui est la réglementation qui est sortie en octobre 2024 au niveau européen, qui est la loi NIS 2, qui est une loi qui va demander à toutes les entreprises essentielles du médicament, pour garantir que le citoyen ait accès en Europe toujours à la fabrication de son médicament, à travailler sur la cybersécurité et à la résilience de tout l'écosystème. Cette loi, bien sûr, on pourrait la voir comme une contrainte, mais il faut la voir plus comme une opportunité, finalement, que dans les marchés de la santé, si on sait prouver que nos laboratoires sont sécures, protègent la donnée correctement, c'est aussi un élément différenciateur pour gagner des marchés dans la santé. Et surtout, à l'international, c'est juste clé pour travailler sur notre compétitivité. Donc voilà, tous ces métiers-là vont permettre et vont forcément attirer de nouveaux talents, puisque derrière la technique, il y a tout le monde du médicament qui est intéressant à découvrir. Merci Véronique pour ce témoignage passionnant qui montre bien, qui illustre bien en fait l'ensemble de la transformation des métiers, et sans celle-ci, on n'existerait pas. C'est ce que je comprends. Merci beaucoup Véronique, et surtout d'avoir aussi brossé cette interaction, non seulement entre les différents acteurs de santé, mais également les différentes interactions au sein de l'entreprise avec les différents métiers. Merci beaucoup. Je vais appeler à nos côtés Laurence et Vincent pour conclure cette conférence de presse. Laurence, si tu veux bien nous rejoindre, Vincent également. On va peut-être mettre 2 sièges, me semble-t-il. Voilà. Merci beaucoup. En attendant qu'on se réinstalle, peut-être quelques mots de conclusion en vous écoutant ce matin à nouveau. J'ai envie de conclure en reprenant ce que je vous disais en introduction. C'est à la fois des bonnes nouvelles et des raisons d'y croire, et puis les points de vigilance. Sur les bonnes nouvelles, quand on parle d'emploi, on parle des hommes et des femmes. Je trouve que parler des hommes et des femmes, c'est une bonne nouvelle. Et Véronique, tu le rappelais, l'IA est partout, et tant mieux. Mais sans les hommes et les femmes, l'IA n'est rien non plus. Donc, moi, j'aime bien parler du monde du « et », c'est-à-dire qu'on parle d'IA et des hommes et des femmes, on parle des hommes et des femmes. Voilà, donc soyons au cœur du monde du « et » également. Sachant que, tu nous rappelais Pascal, 85 000 emplois vacants sur les sujets à valeur ajoutée, c'est aussi une immense opportunité de recrutement. J'ai beaucoup aimé aussi, Nils, quand tu nous parlais de la création de valeur, tu nous invites à réfléchir au-delà de la valeur du médicament qui est essentielle, évidemment. Valeur économique, parce qu'on a besoin de nos entreprises pour créer ces nouveaux médicaments, mais ce que tu intègres, c'est aussi toute la partie extra-financière, et qu'aujourd'hui, quand on crée des médicaments, on ne peut plus ne pas intégrer les sujets de transition notamment. Donc merci de nous le rappeler, et merci à nos laboratoires de s'y engager. Également un secteur qui, tu parlais de Kézy, on parlait de Pierre Fabre, et Pascal, tu nous rappelais qu'on a été le premier secteur qui a signé un accord de branche, notamment sur la décarbonation, et nous accompagnons chacune de nos entreprises sur leur transition. Certaines grandes entreprises sont équipées, certaines plus petites ont besoin d'un syndicat également professionnel pour les accompagner, et nous nous sommes engagés. Et puis peut-être, dernière bonne nouvelle, c'est qu'en allant sur l'ensemble de ces transitions, c'est bon pour nos territoires, et nos territoires, c'est l'emploi. Mais Véronique, tu nous rappelles aussi, c'est aussi bon pour l'international, parce que c'est des territoires qui rayonnent aussi à l'international. Et tu rappelais également certaines directives qui peuvent être perçues comme des contraintes, et on oublie parfois que les contraintes, c'est aussi pour nous protéger, vous et nous, donc les contraintes sont bonnes pour vous et nous. Et puis quand on parle de l'Europe, on parle beaucoup des contraintes, mais on oublie parfois de rappeler qu'on a un rapport, le rapport Draghi, qui nous incite à créer de la valeur, notamment en Europe. Donc voilà, les raisons d'y croire en résumé. Mais ce que tu nous disais également, cher Vincent, c'est que nous avons des points d'alerte très forts, évidemment. Et pour moi, le point d'alerte très fort, c'est la question de la confiance, qui doit être au cœur de notre activité. Alors évidemment, tarte à la crème, certainement, mais que cette instabilité politique, depuis 6 mois, nous n'avons pas de gouvernement pérenne, Noël dans quelques jours et pas de budget.
Évidemment, nous sommes très inquiets puisque nous sommes, et tu le rappelais Vincent, nous sommes une économie régulée et c'est normal. Quand on parle de la santé, de notre santé, c'est normal que l'État régule notre économie. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de vision politique, alors que tout avait été dit il y a quelques années maintenant, quelques mois maintenant, dans le rapport Borne sur les nouveaux financements et la nouvelle régulation dont nous avons besoin. Et donc, nous sommes au moment de passer l'année et nous n'avons pas de budget et de vision politique. D'autant plus important parce que si on fait le lien avec notre conférence de ce matin, tu rappelais, Pascal, que 61% de nos entreprises sont inquiets sur les nouvelles compétences à aller chercher. Et si je fais le lien avec les hommes et les femmes à aller recruter et la capacité à recruter, alors c'est un facteur d'inquiétude. On doit investir en formation en France. Nous ne devons pas casser le sujet de l'alternance, on le rappelait, 10 000 alternants, et de l'alternance aussi sur les métiers à valeur ajoutée, c'est important. Ne cassons pas cette belle dynamique engagée depuis quelques années maintenant. Nous continuons et nos équipes sont là pour travailler avec les écoles, les lycées, les universités, les grandes écoles, pour mettre tous les nouveaux métiers au cœur de la formation des Français, de nos jeunes Français. Autre motif d'inquiétude malgré tout, c'est, tu le rappelais, sur la régulation. Nous avons une doctrine en France qui est basée sur le prix du médicament, sur la valeur du médicament. Évidemment, c'est essentiel. Mais on oublie un peu parfois que la valeur du médicament, c'est la valeur aussi industrielle de ce médicament, qui notamment intègre toutes ces transitions et qu'on doit absolument intégrer dans la valeur du médicament, la valeur que nous mettons dans le financement de ces transitions. Et aujourd'hui, la façon dont nous travaillons avec nos autorités de régulation ne nous le permet pas. Donc, une régulation, et je terminerai là-dessus peut-être, Vincent, que tu nous disais peut-être, moins punitive, oui. Attractive, peut-être, c'est un peu une liste du Père Noël, mais à minima équilibrée. Et tout ça pour nous permettre de revenir sur mon premier point, et que ça doit être une bonne nouvelle, de parler de l'emploi et protégeons la France pour que l'emploi soit toujours au cœur de notre secteur. Voilà ce que j'avais peut-être envie de dire en vous ayant écouté ce matin. Merci beaucoup, Laurence. On va peut-être ouvrir maintenant une séquence de questions-réponses. On est tous là à la tribune pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à prendre le micro. Je crois que voilà. Merci. Oui, bonjour Myriam Chauveau, Les Échos. Juste un éclaircissement sur le périmètre de l'étude. Vous parlez de 108 600 salariés. Il y a 137 700 salariés à la convention de votre branche. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi 108 000, pas 137 000 en périmètre? Et deuxième question, vous dites recruter aujourd'hui 20% de seniors. Seniors, pour vous, ça commence à quel âge? Alors, sur la première question, vous avez raison, on a un périmètre un peu plus restreint que le périmètre qui est en fait l'identification de la convention collective appliquée par nos entreprises, qui ressortent des données publiques, donc les 137 000 que vous citez. Nous, on est sur 108 000 collaborateurs qui représentent le périmètre des entreprises adhérentes au LEM. Je vous rappelle qu'on a une très grosse majorité d'entreprises adhérentes au LEM, et donc on a une donnée fine sur ces entreprises-là, puisqu'elles nous transmettent leur ensemble de leurs fichiers de métier. C'est sur ces éléments-là que nous faisons nos analyses. Donc on pourrait extrapoler, bien sûr, nous ne le faisons pas, parce que en fait, dans ces 137 000, dans cette différence-là, il y a beaucoup de petites entreprises. On a identifié de multiples entreprises de moins de 50 et qui sont peut-être plus fragiles, et donc on passe cette même dynamique-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes restés sur le périmètre que l'on connaît bien, qui est celui de nos adhérents. Voilà. Sur la deuxième question, je l'ai oublié en vous répondant. Sur les seniors. Je crois que alors je regarde mes équipes, et je crois que c'est 55 ans. Dans les 50, voilà. Pas 55 ans, mais parce que c'est mon âge, c'est pour ça. C'est 50 ans. Voilà. Pardon. Vous savez qu'en fonction des dispositifs légaux, vous avez plusieurs âges de seniors. Hein. Ça commence à 45, 50 ou 55. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis un peu perdu. 50 dans l'analyse d'emploi qu'on a faite. Pardon. Oui, bonjour. Il y a un gros point d'interrogation sur la prime apprentissage telle qu'elle est aujourd'hui, faute de budget. Si elle n'est pas reconduite, quel impact ça pourrait avoir pour votre secteur? Comment vous voyez les choses? Et deuxième question, quelle est la part des talents venus de l'étranger? Et est-ce que la France est une destination privilégiée ou pas du tout? Alors sur la première question, on est inquiet sur les arbitrages qui vont concerner l'apprentissage, parce que les arbitrages, ils ont deux leviers ou deux vecteurs. Un, la prime à l'emploi, vous l'avez cité, mais également, est-ce qu'on continue dans l'apprentissage à financer les contrats d'apprentissage dans l'enseignement supérieur? Quand vous voyez les niveaux de qualification qu'on vous a montré tout à l'heure, cette inquiétude, elle est prégnante chez nous.
on intègre beaucoup de jeunes qui sont issus de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et il faut absolument continuer à cela. Pourquoi? 2 raisons. C'est d'abord vous donner la chance à des collaborateurs, parce qu'ils sont rémunérés, de faire des études d'enseignement supérieur. Donc c'est aussi un système d'ascenseur social. Si vous le cassez, vous avez des jeunes qui n'ont plus la capacité à faire ces études supérieures. Et le deuxième point, c'est comme on est sur un autre système pédagogique, on a des jeunes qui vont poursuivre leur étude supérieure parce que c'est un autre système pédagogique, qui seront arrêtés parce qu'ils ne seront pas faits pour rester sur les bancs de la fac 24 heures sur 24. Donc on pousse très clairement dans les rencontres, dans les auditions que nous avons pour que l'enseignement supérieur reste dans le système de l'apprentissage, très clairement. Ceux qui disent que ceux qui font des études supérieures ont une capacité à intégrer le monde du travail plus facilement, c'est pas forcément vrai. Donc, pour les 2 exemples que je vous ai donnés. Et puis, sur la prime à l'emploi, nous souhaitons que cette prime à l'emploi, puisqu'il faut faire des arbitrages et on est conscient d'aller chercher les économies, on est plutôt dans se dire il faut baisser le montant de la prime à l'apprentissage, de revenir à 4 000 ou 4 500 euros, sans ségrégation d'entreprise. Aujourd'hui, on a plutôt une tentation de dire non seulement je vais diminuer à 5 000, mais je vais le laisser pour les plus de 250. Le gisement d'apprentissage, il est dans les ETI. Il est dans les ETI. Et ben, les ETI, ce n'est pas 250. Donc voilà, donc nous on pousse dans les arbitrages, et quand on est auditionné, donc peut-être le prochain gouvernement, le prochain ministre de la Santé, pas ministre de la Santé, ministre de l'Éducation nationale et le travail, on pousse ces deux leviers-là. Voilà. Donc oui, on est inquiet, puisque vous avez vu ces 10 000 alternants dans la branche. Si je prends les chiffres de 2017-2018, on devait être à moins de 2000 alternants. Donc on a cette progression et cette dynamique qui est un vrai vivier pour nous. Voilà, et on arrive à attirer des jeunes, des talents qu'on n'aurait pas eu sans l'apprentissage. Emmanuel Franck, journaliste pour Centrinfo. Toujours sur l'apprentissage, quelle est la courbe de nouveaux apprentis Combien de nouveaux apprentis sont rentrés dans la branche récemment, sachant que les aides à l'apprentissage ont déjà baissé l'année dernière? Est-ce qu'on voit une inflexion? Non, on ne voit pas d'inflexion sur l'année dernière. Au niveau, alors vous savez peut-être que je suis également le président de l'OPCO, donc qui est l'OPCO qui finance l'ensemble des contrats d'apprentissage pour l'ensemble du secteur industriel. Et on avait une progression 2023-2024 de plus de 2%. Pour nous, c'est également dans ce trend-là que nous sommes en 2023. Nous attendons les chiffres là de la rentrée pour voir effectivement si on est plutôt dans une stagnation. Ce que nous avons prévu en termes de budget, je ne peux pas vous donner les chiffres, on ne les a pas encore consolidés au niveau de l'OPCO, parce que vous savez que c'est l'ensemble de l'OPCO et après on voit par branche professionnelle. Donc on les aura, je pense, en début d'année et on pourra vous répondre puisque la majorité des entrées se font en septembre-octobre. Mais pas inquiet en tout cas sur la rentrée de l'année dernière. Voilà. Et c'est 10 000 recrutements, enfin 10 000 contrats en stock sur 12 mois ou 18 mois, donc on est quand même globalement juste à 9 000 alternants chaque année. Oui. En 2023. Bonjour, Lola Dubois d'RSE Data News. Tout à l'heure, en parlant d'innovation, vous avez mentionné le fait que 37% des nouveaux médicaments ne sont pas accessibles aux Français contre 12% en Allemagne. Pourquoi une telle différence? Bon, c'est un peu à côté du sujet, mais... Pourquoi une telle différence? Elle est de 2 ordres. Elle est dans un premier temps réglementaire. On peut avoir une autorisation de mise sur le marché européenne et ne pas obtenir de part de l'HAS l'autorisation française. C'est une toute petite partie. Et puis arrivent après les négociations de remboursement et de prix avec le CEPS, et il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver un prix pour certains médicaments dans un corridor de prix européen à peu près équivalent aux autres européens. Donc c'est souvent, ça peut être scientifique, réglementaire, mais ça peut être aussi économique. La différence est là. Et le modèle d'accès au marché en Allemagne, qui est pratiquement immédiat après l'autorisation européenne, est différent de celui de la France, où on passe par une revue de l'administration française sur chaque nouveau médicament.
Je vais peut-être répondre juste à une question sur l'international. Est-ce que il y a toujours autant de flux de jeunes étrangers qui viennent travailler en France? La France et l'Europe ont toujours été un pôle d'attractivité dans la pharma pour les étrangers. La fragilité et les inquiétudes que nous avons aujourd'hui sur l'attractivité, sur l'accès à l'innovation, sur l'industrialisation de notre secteur peut poser problème et question dans l'attractivité future pour l'arrivée d'étrangers ou de jeunes venant travailler en France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais des signaux peuvent nous alerter. Plus de questions? Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie. Nous vous remercions beaucoup d'être venus à nos conférences de presse. Merci beaucoup. Et très belle fête de fin d'année, puisque nous sommes à quelques jours de Noël.